Sharm el-Sheikh qui a été à la une, outre le fait que c'est une ville superbe, une station balnéaire superbe en Égypte et un centre d'attraction extraordinaire. C'est vrai que Sharm el-Sheikh a subi quelques problèmes récemment, mais il faut dire que le Conseil des ministres, parmi les autres solutions envisagées, le Conseil des ministres a décidé de tenir sa réunion hebdomadaire à Sharm el-Sheikh. Donc, ils ont de la chance, les ministres, parce qu'ils vont partir à Sharm el-Sheikh, cette ville superbe, d'une façon hebdomadaire pour tenir leur réunion de travail. Il faut dire que le cabinet aussi a également donné son accord sur un plan de soutien au secteur du tourisme par l'octroi de 5 millions de dollars à ce secteur. Les ministres ont examiné les efforts en vue de surveiller les prix des biens de consommation et se sont mis d'accord sur un prêt de 550 millions de dollars de la Banque internationale pour le développement et la reconstruction en général et pour aider ce secteur du tourisme. Il paraît que les touristes ont refusé de partir suite à l'alerte donnée par certains pays, comme la Grande-Bretagne par exemple, et la Russie. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème et que le crash de l'avion russe, dont on ne connaît pas réellement les causes jusqu'à présent, eh bien, n'a pas du tout affecté leur séjour. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Dr Mostafa Reda, notre analyste politique. Dr Mostafa Reda, bienvenue avec nous. Bonsoir. Eh bien, Sharm el-Sheikh était à la une, donc ça fait plaisir de voir Sharm el-Sheikh, de parler de Sharm el-Sheikh, mais on n'était pas très contents dernièrement, mais heureusement tout est bien qui finit bien. Paraît-il, les touristes ont refusé de partir, ils ont brandé des banderoles et pour dire qu'on est en sécurité et on doit pas partir, on veut pas partir. Donc, quelle est votre analyse de la crise en général? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très bizarre dans cette crise-là, que je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles depuis 2-3 jours, qu'il y a certains pays qui ont d'informations, l'intelligence de certains pays, ils ont d'informations sur cet incident, et on n'a pas déclaré tout ça, cette information avec le gouvernement égyptien. Alors, ça, c'est une question, on peut demander pourquoi, mais s'il y a quelque chose, il y a un problème, et si vous avez d'informations, vous devez me dire pour m'aider, pour avoir une solution pour ce problème. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est très difficile de donner un jugement pourquoi on avait ce problème-là. Parce que ça peut être un défaut mécanique dans l'avion. Je vais vous dire, si vous vous rappelez, depuis 15 ans, on avait un accident d'un avion égyptien. C'était une Boeing qui était à Sharm el-Sheikh aussi. Et c'était un appareil très, très ancien. Et on avait un problème, tous les passagers étaient morts. Alors, on peut dire ça. Et il y a un autre, peut-être, comme on a dit, quelqu'un a placé quelque chose dans l'avion, on ne sait pas. Et c'est très difficile maintenant de donner une solution pour qu'est-ce qui est arrivé. Mais on ne peut pas dire que c'est un acte terroriste. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme vous avez vu les nouvelles depuis la semaine passée, c'est très difficile d'attaquer un avion avec une arme qui va peut-être tomber, cet avion. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de spéculations. Il n'y a pas tellement vraiment de résultats à présent. Mais moi, ma question est, pourquoi est-ce que certains pays comme l'Angleterre, la Russie ou autres, ou les États-Unis, ont voulu plutôt faire prévaloir l'option du terrorisme là-dedans? Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu vraiment semer cette idée dans la tête médiatique des gens? Moi, je pense certainement c'était une action qui était... je vais vous dire, c'est exactement comme, si vous vous rappelez, qu'on avait la révolution de 30 juin. Au commencement, on a dit que c'était un coup d'État et tout ça, après on a changé. Alors, moi je pense qu'il y a des forces politiques dans ces pays-là qui supportent peut-être les actions terroristes là-bas, et on a une influence sur le gouvernement anglais et l'administration américaine
Et c'est aussi, je vais vous dire, c'est la communication, c'est la télévision, les papiers, les journaux et tout ça. Ça, c'est très, très important parce qu'ici, en Égypte, malheureusement, on n'a pas ça. Là-bas, la télévision, les journaux et tout ça, on parle, on discute, il y a beaucoup de gens qui sortent, la télévision dit ça et ça et ça. Alors peut-être ça peut nous donner une indication à l'opinion américaine, elle peut changer l'opinion américaine. C'est très facile. Et c'est très, très important pour nous d'avoir une communication avec le peuple d'Angleterre et le peuple américain, comme je vous dis maintenant. Parce que ça, ça c'est un grand défaut chez nous ici. Peut-être on ne peut pas nous donner... C'est comme je vous ai dit le cas de 30 juin. Au début, on a dit que c'est un coup d'État et après on a changé la vie parce qu'on a vu que tout le peuple égyptien était contre les frères musulmans. Alors ça c'est la même situation, c'est une situation peut-être qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait au 30 juin. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'Irak en 2003, quand ils ont donné comme rapport, c'était Butler à l'époque, qui était le ministre de la Défense, et ou celui chargé de l'investigation. Et puis, il a dit que, bon, selon le rapport, il y a eu des armes de destruction massive et tout, et c'était un bon prétexte pour envahir l'Irak. Et finalement, ils ont dit, ah bah désolé, on n'a pas trouvé d'armes de destruction massive. Donc, le fait de vouloir... de vouloir coller cet incident ou cette spéculation et faire valoir cette option de terrorisme là-dedans, c'est un peu ça, ou qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que, je vais vous dire, si vous voyez en Angleterre maintenant, spécifiquement, je vais parler de l'Angleterre, on a beaucoup de personnes qui supportaient le terrorisme, qui habitent en Angleterre. Et ça, c'est très bizarre, alors, parce que on peut changer la loi, parce que moi, je pense que ça va renverser sur eux. C'est comme les incidents de 11 septembre. Vous vous rappelez, c'est qui a fait le Ben Laden et tout ça, et la guerre entre Irak et Iran et tout ça, tous ces troubles-là. Et après, ça a tourné. Emporter une élection pas à la direction comme les États-Unis veulent, vous avez. Alors, moi, je pense que c'est très dangereux pour l'Angleterre d'avoir ces hommes-là, là-bas, les terroristes, qui habitent en Angleterre. Moi, je pense que parce que si vous avez vu, il y avait un rapport de l'intelligence britannique qui a dit ces gens-là, on va faire des actes terroristes à Londres. C'était depuis Al-Ahram, depuis une semaine. Alors, on va tourner entre eux. Ça va tourner quand vous vous rappelez le 11 septembre, qu'est-ce qui est arrivé, 2011. Ce serait la même situation. Alors, parce que ces gens-là, on n'a pas de principaux du tout. On veut tuer, on veut détruire. Vous voyez qu'est-ce qu'on fait en Syrie maintenant? Bon, le chef de l'État a pris une initiative courtoise, si on peut le dire. Il s'est rendu à Sharm el-Sheikh pour dire qu'il n'y a pas de problème à Sharm el-Sheikh. Des émissions télévisées ont été diffusées à partir de Sharm el-Sheikh. Il y a eu plein de monde à Ne'ama Bay et à autres, et donc au golfe de Ne'ama et autres. Donc, comment voyez-vous la situation actuelle? Quand est-ce qu'on pourrait espérer un rétablissement? Je vais vous dire, vous vous rappelez l'incident de Luxor, quand on avait un acte terroriste c'était depuis 15 ans ou 20 ans, je ne rappelle pas la date exactement, mais moi je pense que ça va prendre 1 mois, 2 mois, et tout va être très calme, parce que, et peut-être ça va prendre moins du temps. Le problème, c'est que l'occupation des hôtels s'est rabaissée. Oui. C'est normal. Et à Sharm el-Sheikh, il y avait pas mal d'Italiens,
parce que les Italiens préféraient Sharm el-Sheikh alors que les Allemands préféraient Marsa Alam, les Russes Hurghada. Il y avait pas mal de Russes aussi à Sharm el-Sheikh. Donc, bon, ils ont demandé à leur compagnie aérienne de ne pas se rendre là-bas pour les avions charters. Oui. Donc, à votre avis, que peut-on faire justement pour prouver qu'il n'y a pas de problème et que les gens sont sains et saufs à Sharm el-Sheikh? Je vais vous dire, ça c'est une très bonne question que vous avez posée. Mais comme vous avez dit ce matin, le président en route d'Arabie Saoudite, il a passé en transit à Sharm el-Sheikh. Il a vu que la situation là-bas. Et moi, je pense maintenant, le ministre de l'Intérieur et la police et l'armée, on va faire beaucoup d'efforts pour ne pas donner une excuse qu'il y a un acte terroriste qui va arriver. Ça va? Mais de l'autre côté, c'est très très drôle que la Russie a arrêté ces touristes de venir ici en Égypte. Moi, je pense aussi que cet acte-là, c'est un acte pour donner un message à la Russie, parce qu'elle attaque, comme vous savez, la Russie attaque Daesh maintenant en Syrie, très fort maintenant. Alors maintenant, on veut donner un message à la Russie qu'on va arrêter tout ça, que la Russie doit arrêter les attaques sur Daesh à Syrie. Moi, je pense... Donc, quelle est votre analyse au cas où il y aurait... c'est-à-dire, quelle est votre analyse de la situation? Au cas où il y aurait eu vraiment un attentat terroriste, quel est le message? Le message, c'est détruire l'économie égyptienne. On veut détruire le tourisme, on veut donner une idée au monde entier que l'Égypte n'est pas stable politiquement et c'est très dangereux d'aller là-bas et bon, comme ça, mais ça c'est pas comme vous avez dit maintenant, beaucoup de touristes ont refusé de quitter Sharm el-Sheikh. Mais c'est normal, comme vous avez dit, après un incident comme ça, le tourisme, parce qu'on n'a pas les avions, on a arrêté l'Angleterre a arrêté leurs avions, la Russie et peut-être d'autres pays, je ne suis pas très sûr. Mais ça, le transport aérien est très très important et spécifiquement les avions charter. Alors, moi je pense qu'on va avoir un peu, on va pas avoir beaucoup de tourisme, du tourisme dans le phase prochaine qu'on a. Les 2 mois, peut-être 1 mois, ça va prendre un peu du temps. Mais comme je vous rappelez, l'incident de Luxor, c'était plus grave parce que il y a des gens qui ont été tués à Luxor par des terroristes. Alors, mais ça, on n'a pas une preuve maintenant, jusqu'à maintenant, que c'est un acte terroriste. Et finalement, est-ce qu'on pourrait espérer avoir des conférences prochaines, parce qu'il y a eu des conférences qui ont été annulées, est-ce qu'on pourrait espérer à des conférences prochaines de manière à pouvoir raviver un petit peu l'économie? Moi, je pense, ça c'est une très bonne idée. Moi, je pense la réponse à votre question, c'est oui. On pourra avoir des conférences et la situation va être normale après 1 mois quand tout est calme. Parce que, comme je dis, les touristes qui sont ici, on dit à leurs collègues, on dit à leurs amis, il y a des téléphones, il y a la télévision et tout ça, on va communiquer que la situation est stable en Égypte. Et moi, je pense qu'on va passer de cette crise-là. Docteur Moustapha Reda, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avant de vous quitter aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler que la 37e édition du Festival international du film du Caire a été inaugurée hier et durera jusqu'au 20 novembre, parce qu'il faut voir aussi le bon côté des choses. À l'affiche du festival figurent plusieurs films représentant les 4 continents. Et il y a énormément d'acteurs et de participants à cette industrie cinématographique qui sont venus des 4 coins du monde, dont 16 films dans la compétition officielle. Cette édition sera marquée par la projection de nouveaux films, outre des films ayant retenu l'attention des critiques et des fins connaisseurs du 7e art. Il faut dire que le festival aussi cette année va honorer l'acteur égyptien Hassan Fahmy et rendra hommage aussi aux défunts
Faten Hamama, la grande Faten Hamama, au grand Omar el-Sherif et au grand Nour el-Sherif aussi, que nous avons perdu durant les quelques mois passés. Certains de leurs meilleurs films seront projetés aussi en cette occasion. Avant de terminer, on aimerait jeter un petit peu la lumière sur la Grèce. Le gouvernement Tsipras fait face à la première grève générale. Il faut dire que le gouvernement de gauche radical du Premier ministre grec Alexis Tsipras essuie aujourd'hui, jeudi, sa première grève générale depuis son arrivée au pouvoir en janvier. Les syndicats ont appelé à cette grève de 24 heures pour protester contre les hausses d'impôts et la réforme des retraites à venir. La grève va paralyser l'ensemble des services publics, transports inclus, tandis que des dizaines de vols domestiques ont dû être annulés. Heureusement que c'est uniquement pendant 24 heures. Donc, suivons ensemble ce compte rendu.